Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonsoir la cryptosphère. Alors, comme ça on aime bien les coups de gueule? Ah, on est bien français. Et non, on n'est pas des râleurs, on aime la justesse. Nuance. Alors, pour répondre à un grand nombre de commentaires, je vous remets dans le contexte pour ceux qui ont raté mon dernier coup de gueule. On râlait tout simplement sur les prix des événements crypto, qui sont juste ahurissants, ceci dit en passant. Alors du coup, non les gars, je n'avais pas du tout oublié le prix des trajets et du logement. J'avais juste envie d'éviter qu'on se coupe les veines, quoi. Voilà, de rajouter de l'huile sur le feu. Ensuite, j'aimerais répondre à l'argument que ce serait des événements pour les professionnels. Personnellement, je suis pas du tout d'accord. Déjà d'une, c'est pas stipulé. Et quand bien même ce serait vrai, t'as intérêt de faire un sacré chiffre d'affaires si tu veux inviter tes collègues déjà. Et même si les prix étaient ceux pour les professionnels, je pense qu'il serait quand même de bon augure de mettre des prix pour le grand public. Et je n'aurais pas dit mieux que ce commentaire. On devrait peut-être tenter de tous y aller en gilet jaune. Bah écoutez, on fait avec les armes qu'on a les gars. Bon, par contre, je me rends compte que je suis à la recherche de partenariats. Je suis un peu dans la merde, je veux pas d'échange, je veux pas de trading. Bah voilà, je vais rester pauvre, hein. Mais tant pis, ils auront pas ma peau personnellement. Allez, on va faire un tour sur notre Fear & Greed Index côté crypto qui se trouve à 49 dans le neutral. Du côté des marchés US, waouh, on est toujours dans l'extrême peur à 20. J'ai trop envie de me réjouir pour une fois qu'ils sont en train de pleurer et que nous, ça va, tranquille. Est-ce que vous m'avez vu le prix du Bitcoin là? Parce que moi, il est 18h08 à l'heure où j'enregistre. Quand je vois le Bitcoin à 24 000... je le kiffe! Bon, je reçois souvent le message, et toi, c'est quoi tes tokens? Vous voulez ma vision? J'accumule du Bitcoin, je veux du Bitcoin, je veux plus de fiat. Moi, je veux sortir de cette finance traditionnelle, je veux pouvoir vivre uniquement en Bitcoin. Voilà, c'est mon cheval de bataille, c'est celui-ci. Bon, ce soir, je vous retiens. Pas plus longtemps parce que j'ai mon petit service dans 1 heure. Donc vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Zap Crypto. Prenez des profits. Je l'ai mis en tout premier et c'est pas pour rien. Vous avez mis de l'argent dans une crypto-monnaie. L'objectif c'est quoi? C'est de ressortir avec plus d'argent. Imaginez que vous avez tout fait correctement. Un wallet sécurisé, investi au bon moment, dans un bon projet qui a pump, tout s'est bien passé, bravo, votre investissement a été fructifiant, vous avez réussi à faire de l'argent avec les crypto-monnaies. Non, vous n'avez pas gagné d'argent, vous n'avez pas fait de x10, vous n'avez pas multiplié votre capital tant que vous n'avez pas vendu. C'est l'une des erreurs que le plus de monde fait, pourtant c'est l'une des plus simples à éviter. Il faut vraiment réussir à vous détacher de vos émotions, de ne pas vous faire avoir par l'appât du gain, par le oui mais ça peut encore monter, pour au final être ce mec qu'on connaît tous, ce tonton gênant des cryptos, qui vous raconte qu'il a fait un x80 une fois mais qu'il a pas vendu parce qu'il attendait un x100 et au final le projet a dump. Ce gars à qui globalement on répond tous mais mec t'as fait un x80 et t'as vraiment rien vendu là? Ne soyez pas ce mec là, s'il vous plaît. Mettez en place des targets de vente et suivez-les. Vous ne vendrez jamais au top parfait ou alors ça sera un coup de chance. Donc n'essayez tout simplement pas de le faire et prenez des profits quand vous le pouvez. Feu de l'ordre de 1465 ou 55 degrés. Juste pour information, les feux de maison, c'est 600 degrés Celsius, résistant à la corrosion, un trou pour y mettre aussi un cadenas. Vous avez différents prix. Les premières plaquettes en métal Keystone commencent à 24 $, hors taxes et hors frais de livraison. Les taxes vont venir s'ajouter après par la suite en fonction de votre pays de résidence. Les frais de livraison sont gratuits de l'ordre 7 à 15 jours ouvrés. Et puis si vous souhaitez être avant 7 jours, entre 3 à 7 jours, c'est 25 $. Les plaquettes en métal commencent à 24 $, ce sont des plaquettes à pointer. Donc malheureusement, elles sont donc irréversibles. Yoav Weiss, chercheur pour la fondation Ethereum, rappelait à la WalletCon de Denver que le prochain milliard d'utilisateurs n'écrira pas 12 mots sur une feuille de papier. L'adoption passera forcément par une suppression du besoin de penser à ces clés cryptographiques. C'est pour apporter une solution à cette peur tripale pour de nombreux utilisateurs de perdre ces clés privées que l'EIP 4337 a été mise en production depuis le 2 mars 2023. Dans un rapport sorti en septembre 2022, Certic, un cabinet spécialisé dans l'audit de smart contracts, affirmait que la compromission des clés privées était responsable d'une perte de 273 millions de dollars sur cette même année, soit l'un des vecteurs d'attaque les plus importants. Donc la promesse est critique, rendre programmable la gestion des clés privées afin de pouvoir mettre en place des logiques similaires à la gestion des mots de passe comme sur des sites internet classiques. En gros, comment passe-t-on de ça, plutôt intimidant pour la plupart des novices, à ça?
un système login password qu'ils connaissent et maîtrisent déjà. Justement, aujourd'hui on vous parle de la technologie de l'abstraction de compte. Alors attention, depuis cette mise à jour, il est normal que rien n'ait changé directement pour vous en tant qu'utilisateur. Par contre, elle donne le top départ pour les créateurs de wallets comme Rabi Wallet ou MetaMask de développer des fonctionnalités qui vont permettre au grand public de gérer plus facilement et intuitivement la conservation de leurs clés privées et aussi la gestion de leurs comptes courants. Voici quelques exemples de fonctionnalités que l'on pourra attendre. En ce qui concerne la perte de la clé privée, l'abstraction de Wallet permettra de mettre en place des systèmes de récupération comme vous en connaissez déjà avec une double authentification, avec Google Authentication par exemple, ou alors par mesure biométrique en utilisant le capteur d'empreinte digitale de votre téléphone. Mais on peut aussi prévoir un système de récupération sociale, où vous pouvez désigner des personnes de confiance qui seront capables ensemble de vous permettre de récupérer votre clé privée, sur votre email par exemple. Partant de là, on devrait voir apparaître de nouveaux services de sécurisation de votre clé privée et les bonnes pratiques devraient se généraliser assez vite dans vos wallets préférés. Par ailleurs, pour la gestion au quotidien, il va également y avoir des améliorations possibles. Et du coup, ça nous amène à nous interroger, est-ce qu'il n'y a pas d'autres indices là sur ce visuel? Puisque c'est des montants qui correspondent vraiment pas au vrai prix de l'EGLD, là, 1145 $, et pour le MEX, 54 centimes. Est-ce qu'il y a des choses là à repérer? Eh ben, il y a des gens qui se sont interrogés sur le 69 420 ici. Et ce serait une référence à Elon Musk. Parce que pendant un certain temps, Elon Musk, il a teasé, il a trollé, 69 420, ça le faisait rigoler. Les gens savaient pas de quoi il parlait, c'était quoi ce délire, quoi il nous annonçait ça. Et en fait, Elon Musk, c'est un grand blagueur. Et à un moment, il a été décidé de changer le prix de la Tesla Model S pour baisser le prix. Et ce teasing avec 69 420, eh ben, c'était le prix de la Tesla, le nouveau prix. Mais il a pas choisi ce prix au hasard. Le 69, c'est pour la position du Kama Sutra. Et le 420, c'est une référence cannabique. Parce qu'en Amérique du Nord, le 20 avril à 4h20, les consommateurs de cannabis se réunissent pour fumer des joints, comme Elon Musk sur cette photo. Donc gros délire certes, mais du coup ce 69 420 ici, il y a de fortes chances que ce soit une référence à Elon Musk. Alors pourquoi et quel est le but? Je n'en sais rien. Mais du coup d'autres se sont dit ça, c'est pas juste moi qui imagine des trucs. La banane crypto aussi, bah il m'en a parlé dans ce tweet en me disant que j'allais aimer ça. Vous êtes même plusieurs en fait à m'en avoir parlé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça prouve au moins que c'est pas juste des hallucinations, il y a bien des trucs qui sont mis volontairement à droite à gauche. Après, chacun interprète le monde et la réalité en fonction de sa propre expérience de la vie. N'oubliez pas, vous vivez probablement dans un métaverse et dans une simulation, dans la matrice. Et donc, en parlant de trucs un peu chelous, dans une dernière vidéo, je vous avais parlé du fait que Robin Skyzox, il s'était aperçu que le héros tag d'Elon Musk dans Maillard à l'époque, avant que ce soit Xportal, eh ben il était déjà pris dès le départ, immédiatement au lancement de l'application. C'était déjà un petit peu bizarre, comment ça se fait. Et un d'entre vous m'a contacté par mail à ce sujet pour me dire que c'était un petit peu bizarre parce que du coup le héros tag Elon Musk il apparaît de la même manière que les membres de la team Xportal là par exemple, ou que le héros tag de Benjamin Minkou, c'est-à-dire qu'il y a zéro expérience, ils sont au level 1, le level minimum, et au niveau du ranking ils sont pas classés, ils sont à 0. Pourtant sur ce compte, le héros tag Elon Musk, bah, il a été claim, et rien que le fait de claim un héros tag, ça rapporte des points d'expérience en principe. Ça montrerait que ce héros tag, il a été mis de côté, il a été réservé spécialement, il a été créé par la team, peut-être à destination de Elon Musk. Qui peut nous dire un peu ce qui se passe, Peter, là? C'est quoi KuCoin? J'aime pas trop ça, moi. Bah rien, on est encore sur l'histoire des securities et là c'est la procureure de l'État de New York qui intente une action sur KuCoin en disant qu'ils n'ont pas été enregistrés aux US. Un petit peu la même histoire que XRP, un petit peu la même histoire que tout. Et là, je crois même qu'ils balancent dans la sauce Ethereum. Ethereum aussi, dire à quel point. Donc quand tu sais que ça fait 2 ans qu'ils galèrent avec XRP, moi je sais pas combien de temps ils vont galérer là, je sais pas. Alors en fait, le problème que je trouve là-dedans, c'est qu'ils ont quand même balancé un gros pavé sur Ethereum, qui est là, après c'est le Bitcoin, c'est la plus grosse crypto-monnaie, ils l'ont clairement cité comme securities. Et ça, c'est pas bon du tout, hein. C'est vraiment pas bon. Il faudrait pas que l'idée se propage à d'autres procureurs, à d'autres entités gouvernementales qui souhaiteraient faire pareil sur Ethereum. Ouais, on en parlait il y a quelques mois. Hein. Toi surtout, Moïd, t'en parlais et tu disais qu'effectivement, s'ils déclaraient ça comme securities, que ça allait commencer à puer. Maintenant, au vu de ce qui s'est passé ce week-end, j'ai remarqué perso que beaucoup de gens se rabattaient vers Bitcoin et Ethereum, comme si les deux devenaient un peu une valeur refuge en cas de FUD, tu vois.
Ouais, Donc, pour l'instant, ça en est une. Voilà, pour l'instant, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu le mood du moment, tu vois, d'attaquer tout ce qui est... voilà, donc je me formalise pas trop. Par contre, si on fait là tout de suite un bridge sur la news d'après, oui, effectivement, les banques du secteur crypto, on va dire, les banques crypto-friendly, ça pue, quoi. Une grande banque américaine appelée Silvergate est en train de s'effondrer, est en train de s'écrouler et de liquider volontairement tous ses actifs. Pourtant, l'action de cette banque en novembre 2021 avait atteint un pic de $220. Et aujourd'hui, cette même action s'échange $2. Mais quand on y pense bien, à la même période, en novembre 2021, le Bitcoin avait surperformé. Il avait atteint les $60 000 et on se rend compte aujourd'hui que la corrélation entre le Bitcoin et la banque Silvergate, elle est réelle. Maintenant, la question qu'on a envie de se poser, Silvergate Bank, jamais entendu parler, c'est quoi? La raison pour laquelle vous n'avez jamais entendu parler de cette banque, c'est que cette banque, elle est plutôt particulière. C'est pas le genre de banque où vous allez déposer votre argent, où les Américains vont déposer leur argent. En fait, cette banque, elle a été conçue pour les exchanges de crypto-monnaies, pour les plus grands exchanges de crypto-monnaies, qui utilisent quelque chose qu'on appelle le Silvergate Exchange Network, le SEN, S-E-N. En fait, c'est un bridge ultra rapide entre les actifs crypto et les dollars, permettant aux grandes entreprises et aux gros traders de déplacer leur argent entrant et sortant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce système a servi certaines des plus grandes entreprises crypto du monde. Et maintenant, ce système disparaît. Maintenant, les questions, elles sont très simples. Pourquoi ce système disparaît et comment ça va affecter l'ensemble de l'industrie crypto? Alors, la Silvergate Bank, c'est une banque qui a déjà quelques années, qui a été créée en 1988 aux États-Unis, en Californie, et elle a été créée pour initialement servir l'industrie immobilière. Mais en 2013, elle a décidé de s'orienter vers l'industrie crypto. Pourquoi la crypto a-t-elle besoin d'une banque? Tout simplement parce que, comme vous le savez, le système bancaire, il est lent, il est coûteux, il ferme le week-end, il ferme pendant les jours fériés et utilise tout un tas d'intermédiaires, des courtiers pour réguler les transactions. Alors que la blockchain, là, on est sur quelque chose de complètement différent et en plus, on est sur quelque chose qui est censé résoudre tous les problèmes liés au système bancaire. Un exemple, la blockchain fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais si vous avez besoin de déplacer de l'argent d'un endroit à un autre, de le convertir en dollars comme un trader pourrait le faire, vous avez besoin de l'aide d'un système bancaire traditionnel. Vous avez besoin de cette banque pour détenir cet argent quelque part et de servir de pont entre ces deux mondes. Et en 2017, à mesure que l'industrie crypto s'est développée, la banque s'est agrandie. Et en 2019, Silvergate s'est lancé en bourse. À cette époque, le prix de l'action valait $13. Et 2 ans plus tard, à la fin 2021, la banque avait atteint environ 14 milliards de dollars de dépôt et son cours, son action avait augmenté de plus de 1500%. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, l'action a perdu quasiment 99% de sa valeur et la banque ferme ses portes. La Fed, ça date d'il y a quelques heures. Les autorités prennent de mesures. Ils ont annoncé qu'elles allaient permettre aux clients de la SVB de retirer l'intégralité de leurs dépôts. Une décision hors norme. Parce que vous le savez, aux États-Unis, c'est $250 000, que vous soyez particulier ou entreprise. Si la banque fait défaut, elle est obligée de s'arrêter, c'est l'État qui prend le relais. Là, c'est plus $250 000, c'est beaucoup plus. Mais ils ont préféré stopper l'hémorragie. Et ce qui est intéressant, c'est que il y avait une contagion dans d'autres banques régionales et ils vont permettre de faire ça à d'autres établissements, en particulier Signature Bank qui était en dépôt. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. Et la grosse crainte, bien évidemment, on en a parlé hier, je faisais le parallèle justement avec ça, c'est la faillite de Lehman Brothers où la Fed, l'État américain, a laissé faire. Et derrière, ça a été une catastrophe, une énorme crise. Et donc, ils ont voulu éviter ça, même si pour moi, c'est pas du tout le même niveau. Lehman Brothers faisait partie des très 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 grosses banques mondiales. Alors que là, c'est une banque beaucoup plus petite, mais aussi petite soit-elle, il y avait 200 milliards d'actifs, ça aurait eu des impacts en cascade sur tout le secteur bancaire. Et vendu finalement les actions la semaine, juste une petite semaine avant que finalement SVB parte en vrille, donc il a encaissé 2 millions et demi comme ça pour les vacances, ça fera un peu de cash, juste après avoir touché plus ou moins un gros bonus aussi durant la période janvier-février. Donc on voit que de ce côté-là, même si la banque est partie en sucette, lui ça va aller pour lui en tout cas pendant quelques temps. Et puis on a aussi à noter quand même un monsieur qui s'appelle monsieur Gentile. Alors monsieur Gentile, il est Chief Administrative Officer à la SVB. Enfin, il était Chief Administrative Officer à la SVB, mais au-delà de ça, il faudra quand même noter que ce monsieur a également servi comme CFO chez Lehman Brothers jusqu'en 2007 et avant ça, il avait servi comme top manager chez Arthur Andersen. Donc le mec, il a quand même fait depuis ces 20 dernières années 3 des plus grosses faillites du milieu économico-financier ces dernières années. Donc c'est assez impressionnant
pour être signalé. D'ailleurs, moi je vous recommande de vous connecter avec lui sur LinkedIn, parce qu'on ne sait jamais, comme ça, la prochaine fois qu'il ira dans une autre banque, bah, vous saurez là où il ne faut pas acheter, là où il ne faut pas investir, et peut-être là où il faut même la shorter. Ça fuir. Et vous avez Joe Biden, qui prend la parole, bien évidemment, en plein week-end, donc il était peut-être pas très content. Joe Biden prévient que les responsables de la faillite de SVB devront rendre des comptes. Ok, on reprend. Donc Silicon Valley Bank, vous reprenez Silvergate. Et Silvergate, vous reprenez FTX, tout simplement. Donc il faut juste dire à Joe que c'est son pote, en réalité, qui a mis en déroute la Silicon Valley Bank. C'est Sam Bankman-Fried. Et Sam Bankman-Fried est le principal donateur du Parti démocrate américain. Il faut juste le souligner. Dès lors, Joe, c'est plutôt ton pote qui doit rendre des comptes. C'est ça la vérité. Mais c'est clairement pas dit comme ça, vous pouvez bien sûr l'imaginer, mais c'est exactement ça. Hein. Ne nous y trompons pas. Le risque bancaire, selon Changpeng Zhao, le boss de Binance, Don Wu, qui était le boss de l'écosystème Terra Luna, a eu la bonne idée avec son UST, qui était backé sur le Luna de manière algorithmique, mais il a échoué lamentablement. On va voir ce qu'il nous dit notre ami CZ, on va voir ce qu'il va dire. En réponse aux événements ayant impacté l'USDC Circle, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, est revenu sur le risque bancaire et le danger que cela faisait peser sur les stablecoins soutenus par la monnaie fiduciaire. Bon, il a raison. Stablecoin soutenu par de la monnaie fiat, bon, déjà, il y a un truc qui va pas, si tu veux, ça nous plaît pas trop, ça, mais bon, c'est comme ça. Il a indiqué que les banques représentaient un risque pour les stablecoins soutenus par une monnaie fiduciaire. Bon, là, on l'a vu avec Circle. CZ a donné du crédit aux stablecoins algorithmiques, c'est comme l'UST, faisant écho à ses propos du mois dernier, mais en soulignant l'échec de l'UST. Il nous dit, je cite, en fait, Don Wu, donc le boss de Terra Luna, a eu la bonne idée, mais il a échoué lamentablement son exécution. Alors, faut dire que il a été un petit peu aidé, le Don Wu, en mode que certains ont vendu énormément d'UST, ils ont shorté le Luna. Bon, tu vois, ça a été un petit peu poussé par des baleines qui avaient utilisé 2 milliards de dollars, et à la fin, ils ont gagné 1 milliard de dollars. Donc, c'est pas tout seul qui s'est vautré, c'est des baleines qui ont aidé l'écosystème Terra Luna à se vautrer aussi. Bon. Et du pognon à prendre, simplement. Bien que la situation semble prendre un tournant positif pour l'USDC, rien n'est encore gagné à l'heure de l'écriture de ces lignes. Bon, mais vu que la Fed a dit on va rembourser tout le monde, c'est quand même un petit peu gagné, je pense. Hein. Le DPEX de ce stablecoin a eu des conséquences sur la finance décentralisée. Ça, faut pas oublier ça, que la finance décentralisée qui se veut totalement borderline, pas du tout comme la finance traditionnelle où on peut faire plein de choses et tout va bien et nous on est les meilleurs et compagnie, finalement tu es totalement branché au système fiat parce que le stablecoin qui est le sang de la finance décentralisée, il est branché à des banques, donc finalement tu es aussi branché à des banques. Et si le week-end il se passe des trucs pas jolis, vu que les banques sont fermées le week-end, tu es dans le bad et t'attends que lundi tout va bien, tu vois, donc c'est pas top tout ça. Bon. Le compte de l'histoire est que la finance décentralisée a justement été créée à l'origine pour se passer de tiers de confiance tels que les établissements bancaires. Exactement. Donc c'est la grosse blague que Circle avec le SDC un peu fait un petit tremblement de terre à cause qu'il soit branché dans une banque et à cause d'une banque. Super. C'est d'ailleurs en raison de ce même scepticisme que le Bitcoin a vu le jour, ce qui peut expliquer que celui-ci ne se soit pas effondré hier au milieu de la panique environnante. Et ça, c'est une bonne nouvelle, c'est que il y avait du gros rouge samedi, dimanche partout dans le marché. Je parle dans la journée, parce qu'après dimanche soir, hier pendant le live, ça a bien poussé. Mais les seuls qui étaient positifs, c'était Bitcoin et ETH. Donc ça faisait plaisir. Comme quoi, tout allait mal, mais les gens se réfugient sur Bitcoin et ETH. Tu vois de suite les valeurs refuges. Hein. Les investisseurs préférant se détourner des stablecoins au profit des autres cryptos. On a remarqué dans ce petit tremblement de terre. Voilà. Donc pour l'USDC, théoriquement, tout va bien aller. Tout ça pour dire que la chose un petit peu intéressante à voir, c'est que ça nous casse des liens entre le marché justement traditionnel, le marché de la crypto. Nous sommes liés quand même, parce que nous on veut être parfaitement décentralisé, comme je vous ai dit, alors qu'il y a une grosse partie qui est quand même centralisée, qui a affaire à un monde centralisé complètement, hein, où vous voyez les directives, les gens décident de ce qui va se faire ou pas se faire, hein. C'est ça la grosse différence, et c'est peut-être là justement qu'on va, après un coup comme ça, on va peut-être aller mettre un pied un peu plus dans de décentraliser, en tout cas pour les gens qui ne s'y intéressaient pas, en tout cas.
Bitcoin corrige cela. Justement, je vous relis un autre article. Vous allez approfondir tout ça, évidemment, encore une fois. C'est exactement pour ce type de défaillance systématique que Bitcoin a été lancé il y a 14 ans. C'est ce que je vous dis, hein, d'accord? On sait exactement combien de Bitcoins sont émis, car tout est intégré au code. Les gouvernements ne peuvent pas enlever aux citoyens et ils peuvent être utilisés pour effectuer des transactions avec n'importe qui dans le monde sans que les banques ne disent que vous ne pouvez pas. Maintenant que les plus grandes rampes marché-arrêt ont été supprimées, beaucoup pourraient dire que cela coupe le sang vital de Bitcoin. Parce que là, c'est un coup dur pour nous aussi ce qui se passe là. Hein. Mais jetez un coup d'œil à ce qui se passe au Nigeria. Voilà le bon exemple. Le pays a lancé sa monnaie numérique de banque centrale, le CDBC, l'INERA. On en a déjà parlé, hein, mais l'adoption est négligeable car les Nigériens n'en veulent tout simplement pas. Au lieu de cela, les Nigériens paient jusqu'à 60% de prime au taux officiel du NERA pour obtenir du Bitcoin. Sur le coup, on a dit c'est un peu de la folie, quoi. Comment les mecs peuvent payer des primes aussi importantes pour avoir du BTC? Ça veut dire qu'ils l'achètent, pour simplifier, ils l'achètent plus cher que le cours pour posséder du Bitcoin. Un pays qui fait ça, vous dites les mecs sont tombés sur la tête, mais non, ils ne sont pas tombés sur la tête. Ça veut dire que des gens qui souffrent justement avec la monnaie du pays, qui souffrent avec une monnaie, qui vont souffrir avec une monnaie numérique, qui va être la monnaie du pays, ne pas confondre avec la DeFi. Hein. Et donc ils vont souffrir avec cette monnaie numérique-là parce qu'ils se disent c'est adossé à la monnaie du pays. Et la monnaie du pays, elle s'écroule tout le temps. Donc ils ne voient pas l'intérêt de ça. Et en plus, ils ont bien compris que cette monnaie numérique, elle sera contrôlée, comme en Chine, par l'État. Donc ça ne changera rien au problème. Ça peut juste empirer les choses à mon avis. Et là, ils comprennent qu'ils préfèrent avoir une monnaie qui est décentralisée, c'est-à-dire qu'une monnaie qui le contrôle, eux, entièrement, sans que personne ne puisse avoir d'action dessus, ils préfèrent ça, quitte à le payer avec des primes de 60%. Vous voyez, c'est un truc de fou. Hein. Avec plus de panique bancaire imminente, le Bitcoin va être encore plus attractif. Les plateformes Bitcoin peer-to-peer pourraient redevenir incroyablement populaire. Voilà où je voulais en venir. J'ai bégayé un peu, mais m'en voulez pas. Pour commencer ce petit débat entre nous qu'on va avoir, je voulais rapidement vous réexpliquer, pour ceux qui débarqueraient dans l'écosystème des crypto-monnaies, comment a débuté le minage de Bitcoin, de Bitcoin et son évolution que l'on a actuelle. Donc il faut savoir qu'en 2008-2009, quand Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin, il avait la capacité de faire fonctionner la totalité de la blockchain à l'aide d'un simple ordinateur. Un ordinateur portable que vous aviez la capacité de faire fonctionner ce réseau. Ensuite, on a eu une course à l'armement qui s'est opérée où on a eu vraiment des personnes qui ont cherché à optimiser et améliorer ce minage afin d'empocher la récompense. Parce que je vous rappelle que lorsque vous minez une crypto-monnaie, et dans notre cas du Bitcoin, vous êtes rémunéré en Bitcoin pour cette opération. À l'époque, c'était 50 BTC toutes les 10 minutes. Donc, toutes les 10 minutes, vous empochiez 50 bitcoins. Donc, avec un simple ordinateur. Ensuite, on est monté en gamme. Les mineurs se sont tournés vers une pièce informatique qui permet notamment de faire du calcul spécifiquement, ce sont les cartes graphiques, ce que l'on va appeler GPU. Et puis encore, on a encore voulu aller une étape plus loin et les fabricants ont commencé à créer des machines spécialement conçues et pensées pour le minage de Bitcoin. Et ce sont ces célèbres ASIC dont on a déjà parlé et dont on a quelques exemples dans le chapiteau. Et qui dit course à l'armement dit machines de plus en plus puissantes, de machines qui sont énergivores. Et suite à cela, on a eu toute une question environnementale. La consommation d'énergie des crypto-monnaies, c'est scandaleux, c'est à l'échelle de la Hollande, de la France, choisissez le pays que vous voulez. Sauf qu'en fait, les crypto-monnaies, elles ont évolué également avec leur temps, et notamment le minage de Bitcoin. Et on a notamment, par exemple, ici, Julien Dry, qui va pouvoir nous parler d'une solution que vous avez utilisée notamment aux États-Unis avec le flare gas. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, donc le flare gas, c'est quoi ? C'est la récupération du gaz de l'industrie pétrolière. Donc en fait, on vient se mettre sur des sites qui normalement font de l'extraction de pétrole pour les barils, pour revendre, être raffiné, etc. Sauf que durant ce procédé, il y a aussi la libération du gaz, qui est du méthane. Et donc ce gaz, on vient le récupérer pour le mettre dans des générateurs, pour générer de l'électricité et faire tourner des machines de ménage dessus. Donc l'avantage de ce procédé, c'est que le méthane, c'est 30 fois plus nocif
pour la couche d'ozone que le CO2. Donc on permet à l'industrie pétrolière de réduire ses émissions de méthane dans l'atmosphère grâce au minage de Bitcoin en fait. Le minage de Bitcoin, c'est plus comme avant où on se connectait sur le réseau normalement et on était les méchants mineurs qui prenaient l'électricité des gens. Non, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, notamment avec ce procédé-là. Cette semaine, nous avons quoi sur la macroéconomie? Lundi, aujourd'hui, rien. Bon, forcément, on a l'actualité, qui risque de faire bouger pas mal de choses. Mais ensuite, on a mardi, où on a l'IPC. Donc forcément, on va avoir un gros mouvement suite à l'IPC Core si jamais on décale de ce qui est prévu. Ensuite, on va avoir beaucoup de choses. On va avoir les prix à la production qui vont être rentrés. On va avoir ensuite, jeudi, les indices manufacturiers. Donc, il va falloir faire très attention. Et bien sûr, l'inscription hebdomadaire au chômage, et ensuite on a toute la partie Europe qui risque d'appuyer jeudi très fort. La semaine prochaine, on va avoir la prise de décision de la Fed, notamment sur la remontée des taux. Je suis toujours confiant sur un 0,5, je ne pense pas que ça changera, parce que c'est deux choses qui sont séparées. C'est pas parce qu'on a un liquidity crunch qu'on va à côté devoir baisser l'augmentation des taux, parce que l'inflation est toujours présente et qu'il faut toujours la combattre, et c'est pour ça que je pense qu'on aura en fait tout simplement les deux qui se feront. On fait juste très attention. Cette semaine, il risque d'avoir beaucoup de volatilité avec beaucoup de pièges, beaucoup de mouvements très forts et inversés. On fait attention aux portes de saloon qu'on risque d'avoir régulièrement. Très attention. Allez, direction le Japon. Oui, la Banque centrale du Japon s'exprimait dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que j'engageais 2 jours plus tôt une vente sur le Nikkei au contact de la borne haute du range 2022 qu'on a acheté en bas, qu'on a revendu en haut, et on y est encore. Je vais continuer à travailler cette zone. La Banque centrale du Japon a finalement maintenu sa politique de rachat d'obligations pour contrôler les rendements. Rien n'a changé. Aucun impact sur les marchés, et on verra avec le nouveau gouverneur qui succédera à... Alors, comment ça se prononce Haruhiko Kuroda. Allez, pas de chichi, on va commencer directement par l'hebdomadaire, parce que je pense que c'est le signal le plus boule qu'on aura dans cette vidéo, enfin que j'ai à vous montrer dans cette vidéo. C'est ce qui s'est passé hier soir, puisque la clôture c'est dimanche soir à 1h du matin, pour ceux qui sont en France, en heure française. Du coup, regardez, on a clôturé à 22 147 $. Vraiment, il nous a fait une remontée exceptionnelle, où on a pris plusieurs pourcents en quelques heures, et du coup on est venu préserver ce niveau, donc les 0,382 de Fibonacci, du retracement de l'entièreté du mouvement qui commençait à 15 500 jusqu'à 25 000, donc là c'était 38%, et surtout on a tenu ce bas ici, où on avait posé une clôture à 21 700 $, et si vous prenez la vidéo d'analyse de lundi dernier, je vous disais le niveau le plus proche, le plus important en hebdomadaire, c'est les 21 500 $. Si on clôture en dessous, je vous avais dit, pour moi on ira visiter la zone minimum au niveau des 618, donc 18 686 $. On s'y est fortement approché avec la mèche, on ne l'a pas touché. Ça aussi, je vous l'avais dit, il y a aussi un monde où justement, je trouve que beaucoup de personnes attendent, et moi le premier, pour recharger, donc de recharger dans cette zone, donc c'est-à-dire sur la zone du W Weekly, sur la zone de rechargement, là où se trouve le 118, et je vous avais dit, du coup, il y a un monde où justement, on va pas donner l'opportunité à ces personnes de rentrer, et on va s'arrêter juste avant. Et l'autre scénario, c'était bien évidemment, on vient là-dedans, on laisse les gens accumuler, et finalement, on va plus bas pour les faire sortir, pour les faire paniquer. Donc voilà, et là du coup on semble se diriger plutôt vers l'option numéro 1 où on laisse pas les gens rentrer et on repart directement. Clairement la clôture là elle est extrêmement boule, et pour moi, malgré tout le FUD, je pense que je vais en parler un peu plus tard, on va se réserver une petite partie de la vidéo pour parler de l'USDC et des faillites bancaires aux États-Unis, on va en parler un petit peu, plus quand je regarderai l'indice du dollar et le SP500, mais pour l'instant on reste sur Bitcoin. Mais du coup oui, pour moi là, selon le graphique, on doit aller chercher un nouveau plus haut, en tout cas il n'y a rien de bearish, et ça c'est plutôt bullish ce qu'on a fait avec donc cette clôture au-dessus des 21 500. Maintenant, pour recadrer tout ça,
Quels sont les niveaux maintenant à surveiller? Bah franchement c'est toujours les mêmes. On peut peut-être affiner un peu plus en se disant que voilà, si on revient à clôturer sous la bougie d'hier soir, donc celle à 22 100$, ça sera pas très bullish. Je vois pas pourquoi maintenant on reviendrait dans cette zone, parce que là pour le coup, si on revient dans cette zone, bah ça n'a pas vraiment de sens, parce que là on a liquidé toutes les personnes qui étaient en long, qui auraient pu mettre les stop loss sous les bottoms daily, hebdomadaires. Vous voyez là il y avait un petit bottom, là pareil, là on les a tous sortis, donc vraiment il n'y a aucun intérêt à ce qu'on vienne maintenant retourner dans cette zone. Donc si on retourne dans cette zone, pour moi ce coup-ci vraiment on aura de grosses probabilités de venir chercher les 618 et la zone qui est beaucoup plus basse. Ceci étant dit, maintenant les niveaux importants, et bien évidemment c'est les tops, avec notamment le double top qu'on a ici avec la mèche du 15 août 2022, enfin qui a eu lieu la semaine du 15 août 2022, et celle du 20 février 2023. Vraiment ça c'est la résistance hebdomadaire à franchir. Donc voilà, vous avez les deux niveaux, au-dessus les 25 000, en dessous les 22 200 ou la bougie ici 21 700$. Ça c'est vraiment pour les deux niveaux les plus importants sur l'hebdomadaire. Ensuite, c'est la deuxième fois que ça arrive, mais il y avait encore une fois une vulnérabilité au niveau en fait de notre identité, des gens qui utilisent OpenSea, notamment en fait des gens qui étaient mal intentionnés pouvaient récupérer nos adresses mail. Donc là, c'est la deuxième fois que ça arrive, et cette fois-ci, cette seconde fois en fait, c'est corrigé. Donc c'est du coup une société de cybersécurité qui s'appelle Imperva qui a mis ça à jour et qui a remonté l'affaire. Du coup maintenant, c'est corrigé, mais faites toujours très attention. C'est vrai que OpenSea et d'autres en fait, c'est très centralisé. On leur donne quand même des informations, donc il y a toujours des risques aussi. C'est toujours pareil, ça c'est le souci un petit peu de la centralisation. En tout cas, a priori là, c'est bon, plus de soucis par rapport à ça. Comment Nostr ça fonctionne? Déjà, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un réseau social décentralisé et résistant à la censure. Donc si on prend par exemple Twitter, Telegram ou tout ce genre d'autres réseaux sociaux qu'on a, ils sont complètement centralisés, ils centralisent vos données, ils vous piquent vos données. Alors que là, on est sur quelque chose de complètement décentralisé où vous n'avez pas besoin de divulguer votre identité. La création de comptes se fait d'une façon qui est plus propre à la crypto, car vous aurez une clé publique et une clé privée. Ça, on va y revenir, je vais vous montrer tout ça. Alors Nostr, comment ça fonctionne? Déjà, ça repose sur 3 composants, d'accord? On aura les paires de clés, donc la clé publique et la clé privée. Ensuite, on aura des clients et ensuite, on aura des relais. D'accord? Donc ici, vous avez un petit schéma. On voit ici donc les clients, les utilisateurs. Donc bien sûr, nous, on est les utilisateurs. On a nos clés privées et publiques pour accéder au réseau via un client. Et ensuite, on a des relais qui vont être là comme des serveurs ou comme des nœuds décentralisés pour justement transférer, échanger les données, recevoir, envoyer des messages, etc. Donc par rapport au client, donc c'est le logiciel qui va nous permettre d'interagir avec le réseau Nostr. Vous pouvez en choisir plusieurs. Moi j'ai choisi iris.to. Je vais vous montrer comment faire car il est assez facile d'utilisation. Je l'ai bien aimé, mais il y en a plein d'autres. Je vous montre tout ça dans la suite. Le troisième play to earn, c'est Elemental Riders. Et ça va beaucoup plaire aux amateurs de jeux comme Red Shadow Legends ou autre gacha. C'est free to play et c'est jouable via le launcher Elixir. Vous pouvez le télécharger directement et en toute sécurité depuis la plateforme. Je ne suis pas non plus un consommateur de gacha, donc je ne peux pas vous dire si c'est vraiment très original, mais j'ai hâte d'avoir vos retours pour celles et ceux qui aiment bien ce style de jeu. Parce que je trouve celui-ci plutôt sympa. Déjà, c'est simple. Il n'y a pas 36 000 trucs à cliquer toutes les 5 minutes pour avoir des récompenses à gogo, etc. Ici, vous avez vos héros. Chaque skill est représenté par une carte qu'il faudra jouer au bon moment pour battre vos adversaires en PvE et en PvP. Au cours de vos aventures, vous gagnez souvent des coffres avec à l'intérieur des cartes pour obtenir de nouveaux sorts, de nouveaux héros. Et si vous avez de nouveau la même, vous pouvez par exemple les fusionner, ce qui permet d'améliorer celle qui est déjà existante. Niveau lore et scénario, c'est pas très développé, mais les designs et les animations sont plutôt BG. J'ai combattu un boss et ça se voit qu'ils ont travaillé un peu les personnages et tout, donc ça c'est assez cool. Une fois le tuto fini, vous pouvez faire de l'arène pour le PvP, des raids pour tenter d'aller le plus loin possible en enchaînant des vagues d'ennemis, un mode d'entraînement, un mode pour se battre contre vos potes, de l'arène et des raids classés pour monter dans le leaderboard. Plus vous montez dans le classement de la saison, plus vous débloquez des récompenses à la manière d'un pass de combat. On peut voir sur le côté les petits logos Soon pour le mode guild pour gagner des récompenses en équipe et un battle pass pour gagner encore plus de récompenses en jouant. Le côté Web3 est quand même assez camouflé de prime abord, ce qui n'est pas forcément un mal, d'autant plus qu'on peut avoir plus d'informations sur le white paper. De ce que j'ai pu lire, il y a le token JFOL que vous allez
pouvoir gagner grâce à des récompenses PVP et en tournoi chaque saison et des skins en NFT pour avoir le plus beau héros possible. Le jeu étant 100% free-to-play, ils vont mettre en place un système de bridge pour transformer ces skills en NFT pour pouvoir les revendre sur une marketplace. Bien sûr, la transformation coûtera un peu de tokens, mais n'est pas obligatoire pour ceux qui ne s'intéressent pas aux NFT. À voir si cette méthode fonctionne pour driver le plus de monde possible, d'autant plus que le jeu est sur Steam, je crois, mais ça peut être un move intéressant pour satisfaire le plus de monde possible. En gros, ceux qui veulent passer en Web3 peuvent, sinon libre à vous de jouer tranquillement. C'est la seule numéro 1 que je possède et je vais vous la faire gagner. À la fin, il n'en restera qu'un. Alors pourquoi cette carte ? Cette carte représente pour moi notre présence sur le projet depuis le début du jeu. On a commencé la chaîne avant même l'accès à la bêta et depuis on poste du contenu quotidien avec vous qui nous suivez chaque semaine. Cette carte est la preuve qu'on fait partie des tout premiers sur l'univers CTA. Une des toutes premières cartes dans les packs NFT ouverts disponibles aux joueurs. Si quelqu'un un jour souhaite obtenir la collection complète avec les premiers numéros de série, il sera obligé de passer par le détenteur de cette carte. C'est réellement au final une carte unique et la preuve que le joueur qui la possède était là en premier ou dans les premiers sur le jeu. Nous nous intéressons à la marketplace d'Immutable X car on prépare un sujet sur cette belle plateforme. Mais en fouillant un peu, on s'est aperçu que certains volumes d'échange de certains jeux sur IMX sont artificiellement gonflés. C'est d'autant plus étrange que cela concerne les deux jeux en particulier où les volumes d'échange sont vraiment gros. Gods Unchained, qui est développé et publié par la société Immutable, et Blocklords Banners, qui est un jeu partenaire d'Immutable également. Note de dernière minute, cette vidéo a été scriptée la semaine dernière, et nous nous sommes aperçus samedi, donc hier, qu'une fraction importante de ces volumes anormaux se sont déplacés sur Illuvium depuis le jeudi 9 mars. Restez jusqu'à la fin car du coup, suite à une modification de la politique des rewards d'Immutable qui est intervenue cette semaine, nous avons la preuve que plus de 95% des volumes sur Gods Unchained et Blocklords sont artificiels. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Est-ce qu'Immutable essaie de la faire à l'envers à ses utilisateurs en propulsant artificiellement certains jeux à des niveaux stratosphériques en termes de volume d'échange pour faire passer certains échecs comme des succès? Ou alors, est-ce un hack de la plateforme? Et enfin, pourquoi est-ce que ces échanges artificiels ne concernent pas d'autres collections comme Cross the Ages à la 3e place du classement ou Illuvium juste derrière? Et enfin, pour finir, on a quelque chose qui se passe avec The Pokémon Company. Ils recherchent quelqu'un qui s'y connaît en Web3, un expert du Web3. On sait pas exactement pourquoi, c'est pour des NFT, c'est pour lancer un jeu basé sur Pokémon, on ne sait pas, mais voilà, ils sont en train de préparer quelque chose et j'ai hâte de voir, j'aimerais bien voir moi, je sais pas, un jeu, un sorte de Axie Infinity avec des Pokémon à la place, des NFT Pokémon, on peut imaginer énormément de choses. Et donc ça veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose qui va sortir bientôt, mais en tout cas, ils y pensent. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.